En septembre 2024, dans une petite ville des Ardennes françaises, un homme s'est présenté au commissariat local après 10 ans d'absence. Son visage émacié, ses yeux creusés et sa barbe négligée rendaient difficile toute identification immédiate. Mais lorsqu'il a murmuré son nom, les gendarmes présents sont restés pétrifiés. Cet homme était Mathieu Delorme, disparu en 2014 à l'âge de 23 ans, en même temps que son frère jumeau, Lucas. Les deux frères avaient quitté le domicile familial un soir de novembre pour une randonnée dans les forêts vosgiennes. Ils n'étaient jamais revenus. Pendant une décennie, leurs parents ont vécu dans l'incertitude la plus totale, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Les recherches massives n'avaient rien donné. Aucune trace, aucun indice, aucun corps. Juste le silence terrifiant de la forêt et des centaines de questions sans réponse. Mais ce jour de septembre, Mathieu est revenu seul. Amaigri de 20 kilos, le regard hanté, il tenait dans ses mains tremblantes une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une lettre de 15 pages, rédigée de la main de Lucas. Une lettre qui, selon Mathieu, expliquait tout. Une lettre qui accusait. Lorsque les enquêteurs ont commencé à lire ce document troublant, ils ont compris qu'ils se trouvaient face à l'une des affaires les plus dérangeantes de ces dernières années. Ce que contenait cette lettre allait bouleverser non seulement la famille Delorme, mais remettre en question tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition. Si tu lis ces mots, Mathieu, c'est que j'ai échoué. C'est que je n'ai pas réussi à nous sortir de là. Ou peut-être que j'ai réussi à te sortir, toi, mais pas moi. Je ne sais pas encore comment cette histoire va se terminer, mais je sais qu'il faut que j'écrive tout ça maintenant, pendant que j'ai encore toute ma tête, pendant que je me souviens des détails. Pendant que je peux encore tenir un stylo sans que ma main tremble trop. Nous sommes le 18 novembre 2014, cela fait 6 jours que nous sommes coincés ici. 6 jours que nous sommes prisonniers dans cet endroit que je ne peux même pas décrire correctement parce que je ne comprends pas où nous sommes exactement. Tout ce que je sais, c'est que ce qui devait être une simple randonnée s'est transformé en cauchemar. Tu dors en ce moment, Mathieu. Tu as de la fièvre depuis hier soir, et je suis inquiet. Je n'ai rien pour te soigner, juste l'eau qu'il nous apporte 2 fois par jour. Tu te souviens de ce matin-là, quand nous sommes partis de la maison? Maman nous a préparé des sandwichs, papa a vérifié nos sacs à dos 3 fois comme d'habitude. Il faisait un temps magnifique pour un mois de novembre, un de ces derniers beaux jours avant l'hiver. Nous étions excités à l'idée de cette randonnée, de passer 2 jours dans les Vosges, juste nous deux, comme on le faisait chaque année depuis nos 16 ans. Le premier jour s'est déroulé normalement. Nous avons suivi le sentier balisé, celui qu'on connaît par cœur. Nous avons ri, parlé de tout et de rien, de tes projets d'études en médecine, de ma nouvelle copine Sarah que tu trouvais trop possessive. C'était une journée parfaite. Nous avons installé notre campement près du refuge de Bagenel, là où nous allons toujours. Nous avons fait un feu, mangé nos provisions, regardé les étoiles. C'est le lendemain matin que tout a basculé. Tu voulais explorer un sentier qu'on n'avait jamais pris, un chemin qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt. J'ai hésité, mais tu m'as convaincu. Juste 1 heure, a-t-on dit, et on revient sur nos pas. Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé être bien plus qu'1 heure. La forêt devenait de plus en plus dense, la lumière du jour avait du mal à percer à travers le feuillage. Et puis, nous l'avons vu. Cet homme. Il se tenait immobile au milieu du sentier, nous regardant. Il devait avoir la 50aine, habillé de vêtements de chasse élimés. Son visage était couvert d'une barbe grisonnante mal entretenue, et ses yeux avaient quelque chose d'étrange. Ils étaient vides d'émotion, comme ceux d'un poisson mort. Il ne souriait pas, ne fronçait pas les sourcils, son visage était totalement inexpressif. « Vous êtes perdu ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question mais une affirmation. Nous avons répondu que non, que nous connaissions bien la région. Il a secoué la tête lentement. Ce sentier ne mène nulle part. Suivez-moi, je vais vous remettre sur le bon chemin. Nous aurions dû refuser. Mon Dieu, Mathieu, nous aurions dû faire demi-tour à ce moment précis. Mais il connaissait les noms des refuges, parlait de la région avec assurance. Il semblait être un habitant du coin, un de ces montagnards solitaires qu'on croise parfois. Nous l'avons suivi. Pendant une demi-heure, nous avons marché derrière lui en silence. La forêt devenait de plus en plus sauvage. Je commençais à trouver ça bizarre, mais tu semblais confiant. Tu as toujours été le plus optimiste de nous deux. Et puis il s'est arrêté devant ce qui ressemblait à une ancienne cabane de chasseurs, à moitié cachée par la végétation.
J'ai de l'eau fraîche à l'intérieur, a-t-il dit. Vous devez être assoiffé. C'était vrai, nous avions soif. La marche avait été longue. Il est entré le premier, nous l'avons suivi. L'intérieur était sombre, ça sentait l'humidité et quelque chose d'autre, une odeur âcre que je n'arrivais pas à identifier. Et c'est là que tout s'est effondré. J'ai entendu un bruit métallique, puis tu es tombé à côté de moi. Il t'avait frappé à la tête avec quelque chose, une barre de fer peut-être. J'ai voulu crier, mais avant que j'aie pu faire le moindre son, j'ai senti une douleur fulgurante à l'arrière de mon crâne et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, nous étions attachés, dans une pièce sans fenêtre. Tes yeux étaient ouverts, tu pleurais silencieusement. Du sang coulait de ta tempe. Les premiers jours ont été les pires, Mathieu. Tu étais en état de choc, tu ne parlais pas. Tu fixais juste le mur en tremblant. Moi, j'essayais de comprendre où nous étions, ce qui nous arrivait. La pièce faisait environ 3 mètres sur 4, avec un plafond bas en bois. Pas de fenêtre, juste une porte métallique épaisse qui semblait avoir été renforcée. Un seau dans un coin pour nos besoins. Une ampoule nue au plafond qui restait allumée en permanence. C'était tout. L'homme venait 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Il apportait de l'eau et de la nourriture, toujours en silence. Il ne répondait jamais à nos questions, ne réagissait pas à nos supplications. Il se contentait de déposer les plateaux et de repartir, verrouillant la porte derrière lui. Au 3e jour, j'ai essayé de l'attaquer quand il est entré. Grave erreur. Il m'a maîtrisé sans effort apparent et m'a battu violemment. J'ai des côtes cassées maintenant, ça fait mal à chaque respiration. Mais le pire, Mathieu, ce n'est pas la douleur physique. C'est ce qu'il nous a dit après m'avoir frappé. Il s'est accroupi près de moi, m'a regardé droit dans les yeux avec son expression vide, et il a dit, « Vous allez rester ici très longtemps. Personne ne vous cherche à cet endroit. Personne ne sait que j'existe. Si vous voulez survivre, vous devez comprendre les règles. » Et il a énuméré ces règles d'une voix monotone, comme s'il récitait une liste de courses. Les règles étaient simples mais terrifiantes. Pas de bruit après 22 heures. Pas de tentative d'évasion. Obéissance totale. Et surtout, nous devions nous battre l'un contre l'autre chaque semaine. Il a dit ça calmement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Vous vous battrez. Celui qui perd recevra moins de nourriture la semaine suivante. Celui qui refuse de se battre ne mangera pas du tout. Je pensais qu'il plaisantait, qu'il essayait juste de nous terroriser. Mais son visage était sérieux. Le premier combat a eu lieu le 6e jour. Il est entré avec une barre métallique à la main et nous a ordonné de nous battre. Nous avons refusé tous les deux. Tu as crié que jamais tu ne lèverais la main sur ton frère. Il a hoché la tête, est sorti, et pendant les 3 jours suivants, il ne nous a apporté que de l'eau. Pas de nourriture. Le 4e jour, nous étions affaiblis par la faim. Nos ventres criaient. Et quand il est revenu avec le même ordre, j'ai vu quelque chose changer dans ton regard. Tu m'as regardé avec des larmes aux yeux et tu m'as dit, « Pardonne-moi. » Et tu m'as frappé. Pas fort, juste une gifle symbolique. Mais c'était suffisant pour lui. Il a applaudi lentement, sorti de la pièce, et est revenu avec de la nourriture. Cette nuit-là, nous avons pleuré tous les deux, serrés l'un contre l'autre. Nous venons de franchir une ligne que nous pensions infranchissable. Et je savais que ce n'était que le début de notre descente. Les semaines ont passé, et avec elles, notre humanité s'est érodée petit à petit. Les combats sont devenus plus violents. Au début, c'étaient des frappes hésitantes, des coups que nous essayions de retenir. Mais la faim est une force terrible, Mathieu. Elle transforme les hommes. Elle transforme les frères. Chaque semaine, nous nous battions avec un peu plus de conviction, un peu plus de désespoir. Je voyais la culpabilité dans tes yeux après chaque combat, la même que je ressentais. Il nous observait pendant ces moments, assis sur une chaise qu'il apportait spécialement. Il ne souriait jamais, ne montrait aucune satisfaction. Il prenait juste des notes dans un petit carnet, comme un scientifique observant des rats de laboratoire. Parfois, il parlait à voix basse, mais je ne comprenais pas à qui. Il n'y avait personne d'autre. À moins qu'il y ait eu d'autres pièces, d'autres prisonniers. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Un jour, après un combat particulièrement brutal où tu m'avais cassé le nez, il nous a parlé pour la première fois depuis des semaines.
Vous apprenez bien, a-t-il dit. Vous comprenez maintenant comment fonctionne le monde. La survie. Le plus fort qui mange. C'est la loi naturelle. Tu as craché du sang et tu lui as dit d'aller en enfer. Il n'a pas réagi. Il est simplement parti. Cette nuit-là, tu as eu une crise de panique. Tu as crié pendant des heures que tu voulais mourir, que tu ne pouvais plus continuer. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à planifier notre évasion. Je savais que si nous restions là-bas plus longtemps, nous allions soit mourir, soit devenir fous, soit pire, devenir comme lui. J'ai observé chaque détail pendant des jours. La porte s'ouvrait toujours de l'extérieur, mais j'avais remarqué que le verrou était vieux, rouillé. Peut-être que si nous arrivions à créer un levier avec quelque chose. Le problème était que nous n'avions rien. Juste nos vêtements et le seau. J'ai commencé à cacher de la nourriture. Pas beaucoup, juste quelques morceaux de pain ici et là. Je les dissimulais dans une fissure du mur que j'avais découverte. Je me disais que si nous parvenions à nous échapper, nous aurions besoin de force pour marcher. Je ne t'ai rien dit de mon plan au début. Tu étais trop fragile psychologiquement. Tu passais des heures à fixer le mur, murmurant des prières. Ça me brisait le cœur de te voir comme ça. Et puis, le miracle est arrivé. Ou ce que j'ai cru être un miracle à l'époque. Un matin, quand il est venu apporter le petit déjeuner, il a laissé tomber son trousseau de clés. Il ne s'en est pas rendu compte immédiatement. J'ai vu les clés glisser sous notre couchette. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Il est ressorti normalement, a verrouillé la porte. Dès que ses pas se sont éloignés, j'ai plongé sous la couchette et j'ai attrapé les clés. Mathieu, j'avais les clés de notre liberté entre mes mains. Cette nuit-là, je t'ai tout expliqué. Ton regard s'est illuminé pour la première fois depuis des semaines. Nous avons attendu le moment parfait. Il venait toujours à 5 heures du matin pour le premier repas. Nous avions décidé d'attendre qu'il entre, de le surprendre, de l'assommer si nécessaire, et de fuir. C'était un plan simple, probablement trop simple, mais c'était tout ce que nous avions. Le jour choisi est arrivé. Nous étions nerveux, terrifiés, mais aussi remplis d'espoir. 5 heures du matin, nous avons entendu ses pas. Le bruit de la clé dans la serrure. La porte qui s'ouvre. Il est entré avec le plateau habituel. Tu étais censé le distraire pendant que je me plaçais derrière lui. Tout s'est passé très vite. Tu as commencé à parler, à poser des questions sur la nourriture. Il t'a regardé avec méfiance. Et j'ai bondi. Je l'ai frappé avec toute la force que j'avais accumulée pendant ces semaines de captivité. Il est tombé. Pas assommé, mais désorienté. Nous avons couru. Dieu, Mathieu, nous avons couru comme jamais nous n'avions couru. Hors de cette pièce maudite, à travers un couloir sombre, puis un autre. La maison était beaucoup plus grande que je ne l'imaginais. C'était un labyrinthe. Nous entendions ses cris derrière nous. Il s'était relevé. Il nous poursuivait. Nous avons trouvé une porte, l'avons ouverte, et nous nous sommes retrouvés dehors. La lumière du jour nous a aveuglés. Nous ne savions pas où nous étions, mais nous étions libres. Nous avons couru dans la forêt pendant ce qui m'a semblé être des heures. Nous entendions toujours ses cris au loin, mais ils s'éloignaient. Nous avions réussi. Nous allions rentrer à la maison. Retrouver maman et papa. Reprendre nos vies. Mais la forêt était dense, impénétrable. Nous n'avions aucune idée de la direction à prendre. Le soleil était caché par les nuages, impossible de s'orienter. Nous avons continué à marcher, épuisés, affamés, mais portés par l'adrénaline. Et puis tu es tombé. Une racine cachée sous les feuilles mortes. J'ai entendu le craquement avant de te voir t'effondrer. Ta cheville était tordue dans un angle impossible. Tu as hurlé de douleur. J'ai essayé de te relever, mais tu ne pouvais pas marcher. Chaque tentative te faisait crier. Je t'ai porté sur mon dos aussi longtemps que j'ai pu, mais j'étais trop faible. Nous avons dû nous arrêter. Nous nous sommes cachés dans un creux entre deux rochers. C'est là que nous avons entendu sa voix. Il nous avait retrouvés. Je ne sais pas comment, mais il nous avait pistés à travers la forêt. Sortez, a-t-il crié. Sortez maintenant et je serai clément. Continuez à fuir et ce sera bien pire. Tu m'as regardé avec des yeux remplis de terreur. Tu m'as dit de partir sans toi, de courir,
de trouver de l'aide. Mais comment pouvais-je t'abandonner? Tu es mon frère, mon jumeau, ma moitié. J'ai secoué la tête. Je suis resté avec toi. Il nous a trouvés une heure plus tard. Il ne semblait même pas en colère, juste déçu. Je pensais que vous étiez plus intelligent, a-t-il dit. Maintenant, il y aura des conséquences. Il nous a ramenés dans cette pièce. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Il a regardé ta cheville cassée et a hoché la tête. Lui, il ne peut plus servir à rien, a-t-il dit en te montrant du doigt. Mon sang s'est glacé. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Cette nuit-là, Mathieu, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Quand tu dormais, épuisé par la douleur et les médicaments qu'il t'avait donnés, j'ai négocié avec notre ravisseur. Je lui ai proposé un marché. Ma coopération totale, mon obéissance absolue, en échange de ta libération. Il m'a regardé longuement, a réfléchi, puis a accepté. Mais avec une condition. Je devais rester avec lui. Apprendre de lui. Devenir comme lui. Il t'a libéré le lendemain. Je t'ai regardé partir à travers une petite fenêtre. Tu boitais, tu étais confus, on t'avait bandé les yeux jusqu'à la lisière de la forêt. Mais tu étais vivant. Tu allais rentrer à la maison. Cette lettre, je l'ai écrite pour toi, pour que tu comprennes que rien de tout cela n'était ta faute. Pour que tu saches que je t'ai sauvé parce que je t'aime. Mais aussi pour te prévenir. Il m'a dit quelque chose avant que tu partes, quelque chose qui me hante. Il m'a dit, dans 10 ans, si tu as bien appris, je te laisserai partir aussi. 10 ans, Mathieu. Lorsque les enquêteurs ont terminé la lecture de cette lettre bouleversante, ils ont regardé Mathieu Delorme avec des yeux nouveaux. L'homme tremblait, des larmes coulaient silencieusement sur ses joues creusées. Le commandant de gendarmerie, un vétéran de 30 ans de carrière, s'est éclairci la gorge avant de poser la question que tout le monde avait en tête, où est votre frère Lucas maintenant? Où est l'homme qui vous a retenu? Mathieu a levé les yeux, et ce que les enquêteurs ont vu dans son regard les a glacés jusqu'aux os. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de vide, d'absent. Exactement comme la description que Lucas avait faite du ravisseur dans sa lettre. Lucas est mort il y a 3 ans, a-t-il murmuré. Il a essayé de s'échapper une dernière fois. Il est tombé dans un ravin. Je l'ai enterré moi-même près de la cabane. Les gendarmes se sont regardés, incrédules. Et l'homme qui vous retenait? Mathieu a baissé les yeux. Il est mort aussi. L'année dernière. Crise cardiaque. Il m'a appris tellement de choses pendant ces 10 années. Comment survivre dans la forêt? Comment rester invisible? Comment observer les gens? Sa voix était devenue étrangement calme, presque sereine. C'est à ce moment que le capitaine a remarqué quelque chose qui l'a fait frissonner. Sur la lettre de Lucas, l'encre était fraîche à certains endroits. Comme si certains passages avaient été réécrits récemment. Il a demandé à voir les mains de Mathieu. Sur son index droit, il y avait une tache d'encre bleue. La même couleur que celle utilisée dans la lettre. Mathieu, a demandé doucement le capitaine, qui a vraiment écrit cette lettre. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Puis, lentement, un sourire a commencé à se former sur le visage de Mathieu. Un sourire qui ne touchait pas ses yeux vides. Lucas l'a commencé, a-t-il répondu. Mais il n'a jamais pu la finir. Alors je l'ai terminée pour lui. Je voulais qu'elle soit parfaite. Qu'elle raconte l'histoire exactement comme elle devait être racontée. Les enquêteurs ont compris avec horreur. Il n'y avait jamais eu de ravisseur. Ou peut-être qu'il y en avait eu un au début, mais les années de captivité avaient transformé Mathieu en quelque chose d'autre. La lettre de Lucas, écrite dans les premières semaines, s'arrêtait probablement bien avant la fin. Le reste, tous ces passages détaillés sur les 10 années, sur la libération de Mathieu, sur la mort de Lucas, tout cela avait été ajouté par Mathieu lui-même. Où est Lucas vraiment, a demandé le commandant, sa voix tremblante. Mathieu a continué de sourire, ce sourire terrible qui ne transmettait aucune émotion. Dans la forêt. Là où il a toujours voulu être. Nous étions toujours ensemble, vous savez. Même quand il voulait partir. Je ne pouvais pas le laisser m'abandonner. Je ne pouvais pas rester seul. Les aveux complets de Mathieu ont pris 6 heures. Il a expliqué comment, après les premiers mois de captivité, quelque chose s'était brisé en lui.
Comment il avait commencé à voir leur ravisseur non pas comme un monstre, mais comme un professeur. Comment, après la mort de cet homme d'une pneumonie 3 ans après leur enlèvement, Mathieu avait décidé de rester. Et quand Lucas avait insisté pour partir, quand il avait menacé de tout révéler, Mathieu avait fait ce qu'il pensait nécessaire. Il avait protégé son nouveau monde. Son monde de solitude et de contrôle. Les équipes de recherche ont retrouvé la cabane 2 semaines plus tard, exactement où Mathieu l'avait indiqué, profondément enfouie dans une partie reculée des Vosges. À l'intérieur, ils ont découvert les restes de Lucas Delorme, enterré dans une tombe peu profonde derrière la structure. L'analyse médico-légale a révélé qu'il était mort 7 ans auparavant, d'un traumatisme crânien violent. Mathieu avait vécu seul dans cette cabane pendant toutes ces années, survivant de chasse et de cueillette, écrivant et réécrivant la lettre de son frère, perfectionnant son histoire, attendant le moment parfait pour rentrer et la raconter. Le procès de Mathieu Delorme a débuté en mars 2025. Les psychiatres l'ont diagnostiqué avec un syndrome de Stockholm complexe doublé d'un trouble dissociatif sévère. Mais ce qui a le plus troublé les experts, c'est qu'il semblait parfaitement conscient de ses actes. Il avait planifié son retour minutieusement, sachant exactement quelle histoire raconter, quelle version des faits présenter. La lettre de Lucas était son chef-d'œuvre, un mélange de vérité et de fiction si parfaitement tissé qu'il était presque impossible de distinguer l'un de l'autre. Aujourd'hui, dans leur maison des Ardennes, les parents Delorme vivent avec une double tragédie. Ils ont perdu leurs 2 fils ce jour de novembre 2014. L'un est mort dans la forêt, tué par son propre frère. L'autre est vivant, mais l'homme qui est revenu n'est plus leur fils. C'est un étranger avec le visage de Mathieu, un étranger qui parle calmement de meurtre et de solitude comme d'autres parleraient de la météo. La véritable histoire de ce qui s'est passé dans cette cabane pendant 10 ans, celle que seuls Mathieu et Lucas connaissaient, est morte avec Lucas dans cette forêt maudite.